Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Espace Éco. Le choix d'un métier constitue pour beaucoup de jeunes un véritable casse-tête. Il s'agit pourtant de l'un des choix les plus importants que l'on ait à faire dans sa vie. Ceci dans un contexte où le marché de l'emploi reçoit chaque année des milliers de diplômés et où les obstacles à l'accès à l'emploi se multiplient. Le chômage reste une préoccupation majeure sur le continent africain et les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains selon la Banque mondiale. Il est donc capital de ne pas se tromper et de choisir la bonne orientation professionnelle et surtout dès le départ. Comment donc s'y prendre pour opérer un choix adapté à sa personnalité, ses compétences, ses capacités physiques et intellectuelles, ses ambitions financières, pourquoi pas? Quelle est la démarche adéquate à suivre pour parvenir à un résultat probant? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités que nous allons découvrir dans un instant. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Elvira Akplogon. Elle est entrepreneur, modiste, mais également promotrice de la marque Loan H. Bienvenue sur Sika TV. Merci Inès. En face de vous, nous avons Monsieur Marcelin Koba, spécialiste des questions économiques. Bienvenue. Merci, madame. Sur le journal de l'économie. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, madame Akplogon, vous êtes modiste, mais au départ, ce n'était pas l'orientation que vous aviez choisie. Non, j'avais choisi de faire le droit. Bon, je ne dirais pas que j'ai choisi. J'avais commencé à faire le droit. J'étais allée vers le droit parce que à la fin de mon cursus du second cycle, j'ai eu mon bac et il fallait choisir une filière. Et moi, je voulais qu'on m'inscrive dans un métier d'art. Je voulais faire soit de l'esthétique ou tout ce qui avait trait à la mode, stylisme. Mais il ne fallait pas mentionner cela à la maison. Parce que pour les parents, tu peux pas. On ne peut pas t'envoyer à l'école. Tu as le bac et tu dis que tu veux faire du stylisme. Quand on dit stylisme, pour eux, c'est un métier... C'est vu comme un métier dégradant. Voilà. Donc, il fallait choisir maintenant une filière. Alors... j'ai choisi le droit dans le temps parce que il y a mon oncle qui était magistrat et je me suis dit ok, je vais être comme mon oncle, donc je vais à la fac et on m'a inscrit en fac de droit, mais je me sentais pas vraiment à l'aise dans cette filière là. J'ai fait 4 ans, je suis allée jusqu'en maîtrise, mais après il fallait choisir maintenant mon chemin. Je me sentais pas du tout bien dans cette filière-là. C'est vrai que je suis allée jusqu'à la maîtrise, mais je recherchais toujours une autre filière, un autre métier. Pourquoi avoir attendu d'aller jusqu'à la maîtrise pour réagir? Parce que je n'avais pas le pouvoir de le faire. Je ne pouvais pas aller contre la décision de ma mère, contre la décision de mes parents, de m'inscrire dans une filière donnée. Monsieur Koba, que vous inspire cette expérience? Oui, je pense que madame a vécu ce que vit la plupart des Africains, des millions d'Africains, de jeunes Africains qui vivent cette expérience-là, dans la mesure où les parents ont a priori leurs orientations qui veulent imposer et ils en ont les formules. J'en connais qui, on peut vous amadouer un peu, on peut vous présenter un peu les avantages qu'il y a, mais jamais une négociation avec l'enfant. Il y a ça, derrière ça, il y a un petit... je dirais le contexte africain dans lequel on ne nous a pas trop habitués à dialoguer ou à négocier avec nos parents. Et quand on arrive à ce stade-là où l'enfant a choisi, je rappelle que le choix, dans beaucoup de pays africains, le choix devrait être plus tôt. Déjà en 6e, je peux choisir d'aller dans une série technique, ce qu'elle dit là. Si on l'avait envoyé peut-être dans un lycée depuis la première année de lycée, elle aurait peut-être pu faire des choses. Arriver en seconde, pour passer du premier cycle au second cycle secondaire, on a encore un niveau de choix. Donc si rien n'a été fait jusque-là, que le jeune arrive au niveau du bac, c'est souvent difficile, après le bac, de le faire. Et comme elle, j'en ai rencontré des centaines, pour parler du cas du Bénin, et dans d'autres pays également, où c'est après le bac, on n'a même pas encore la réponse à cette question-là. Donc les parents, ils ont le souci leur souci, c'est vraiment, je vais voir mon enfant devenir, comme on le dit en africain, quelque chose. Et pour ça,
il y a des domaines qui sont priorisés. On a vu, on voit des métiers. Comme la médecine. La médecine, les métiers de droit, avocat, magistrat et tout ça, qui socialement ont plus ou moins certains prestige. Et on veut voir, on veut voir les enfants dedans. Deuxième chose, il y a des parents qui ont ce que j'appelle des rêves non réalisés. Il a voulu lui-même faire le métier, mais les conditions ou les contextes de la vie l'ont empêché, peut-être le décès de son propre père ou quelqu'un qui devrait l'aider, manque de moyens et tout ça, il s'est arrêté à un niveau donné et continue de nourrir ce rêve-là qu'il veut voir réalisé par le biais de ses enfants, puisque en Afrique on croit que c'est Dieu qui donne les enfants. Donc si Dieu m'en donne, mon enfant le fera à ma place. Et la réalisation de ce projet-là, c'est un projet, on tient à l'imposer, à voir ça prospérer dans sa progéniture. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'imposition des parents. Nous, on l'appelle l'imposition des parents dans le choix de carrière, ce qui ne devrait pas être. Je pense que les parents, leur souci, moi je comprends, mais on peut gérer ça autrement. Alors, je comprends par là, Madame Akpognon, que vous avez choisi de briser le rêve de vos parents. Et comment est-ce qu'ils ont pris la chose? J'ai choisi de briser non seulement ce rêve-là, mais j'ai choisi de suivre ma destinée. Au début, ça n'a vraiment pas été facile. Ils n'ont pas bien pris le fait que je ne devienne pas carriériste. Et pour appuyer ce que monsieur disait, moi, je me suis toujours dit que lorsqu'un enfant vient au monde, c'est pour qu'un parent l'accompagne. Et dans l'accompagnement, le parent a le rôle de l'orienter dans sa vie, non pas de lui selon ses aptitudes, non pas de lui imposer ce qu'il doit faire dans la vie. Et moi, j'ai décidé carrément de sortir de ce réunion-là, de suivre mon chemin. Et aujourd'hui, je pense que mes parents sont fiers de moi. Ma mère, elle est fière de moi aujourd'hui. Elle participe à mes ventes privées. Quand elle voit mes articles, elle est fière de le partager. Et c'est déjà une réussite de le faire. Monsieur Koba, comment arriver, quand on est un enfant à qui les parents imposent leur choix, comment arriver à renverser la tendance et suivre son chemin? Alors, j'avoue que c'est difficile, mais je commencerai par les enfants eux-mêmes. Et pour ce que je fais en matière d'orientation de choix de carrière avec les apprenants, je commence par dire qu'ils doivent bien se comporter à la maison pour qu'il y ait un climat de confiance et de négociation. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez vécu tout le temps à couteau tiré avec les parents parce que vous n'êtes pas docile, on vous commande des choses, vous ne faites pas, il serait difficile pour eux quand ils pensent à des choses en termes de projet de vous faire asseoir et de discuter avec vous, de demander votre point de vue. Mais des enfants qui ont été plus ou moins soumis, collaborent bien, il y a un bon relationnel avec les parents. Généralement, même quand il y a un projet d'imposer quelque chose, on veut tenir compte de la vie de l'enfant. Mais je vois un peu comme deux situations. Il y a une génération de gens, un peu ceux qui, des années 80 à environ 90, ceux qui ont vécu à ce moment-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais depuis 90 jusqu'à maintenant, donc d'ici ces 30 dernières années, c'est relativement plus facile pour l'enfant d'avoir un peu comme une chance de discuter. Donc, première chose, l'enfant doit se comporter socialement bien à la maison pour qu'on puisse voir la société. Deuxième chose, il faut déjà prouver aux parents que sur le plan scolaire, sur le plan rendement, vous avez des résultats qui font que, parce que tous les parents sont contents que les enfants soient premiers, brillants et tout ça. Et quand on est dans ce contexte-là, les parents peuvent vous demander, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne. Dans cette ambiance-là, déjà, je commence par réclamer des choses qui font partie de mes rêves. Et troisième chose pour finir, je ne dis pas que c'est acquis d'avance. Troisième chose pour finir du côté des enfants, quand on arrive à l'étape du bac notamment, il faut que les enfants soient renseignés. Parce que parfois, vous défendez des choix sur lesquels, dans une logique d'argumentation, vous n'avez pas d'argument solide pour défendre votre point de vue. Quand le parent sent que tu es mineur et que tu n'es pas outillé, tu n'es pas équipé, et tu n'as pas l'information pour le convaincre, lui se dit, bon, c'est un enfant, il peut être en train de se perdre, alors que c'est certainement un rêve. Mais s'il a d'informations, s'il y a des repères, s'il y a des aînés, des gens avec qui il dit, écoute papa, je peux inviter quelqu'un à la maison, il va venir t'en parler, parce que lui, il est déjà dans le métier, il est dans le domaine. Ça pourrait atténuer un peu cet élan des parents à vouloir imposer. Maintenant, pour les parents, j'ai dit tout à l'heure que je comprends leur souci de voir leur enfant devenir quelque chose en griffe. Mais ils ne peuvent pas être dans l'absolu, dans leur poursuite de dire, voilà ce que je veux. Je souhaite ça. Mais est-ce que l'enfant peut le faire? Parce qu'au-delà de ce qu'on puisse aller en droit pour devenir magistrat, il y a l'aptitude de l'enfant à tenir face aux réalités de la formation. Parmi les critères que nous partageons avec les apprenants en matière d'orientation, il y a ce que nous appelons les critères objectifs.
dans les critères objectifs, il y a la cohérence entre la formation antérieure, c'est-à-dire la série de bac, par exemple, ceux qui veulent aller à l'université, et la formation ciblée. Si tu ne peux pas faire une série A en Afrique et vouloir faire la médecine, ce n'est pas possible. Mais si le parent n'est pas renseigné, lui voulait médecine, et déjà pour certains, entre la troisième et la seconde, on veut t'imposer une série D, alors que tu n'as pas là-bas les aptitudes scientifiques pour tenir dans cette série. Conclusion, certains enfants qui accèdent vont faire 3 fois, 4 fois, 5 fois le bac, et c'est après un coup qu'on va dire, bon, maintenant comme ça ne marche pas, il vaut mieux regarder ailleurs. Les parents ont déjà perdu beaucoup de temps parce qu'un échec en une année... Mais c'est plus l'enfant qui a perdu du temps. Non, les parents, ils ont perdu. L'enfant, ça va lui faire mal passer sa vie, mais les parents, ils investissent en matière d'argent, d'énergie, de temps, de suivi et tout ça, ils perdent. Donc, si on avait collaboré avec l'enfant pour qu'on regarde les aptitudes. Et pour finir, les parents n'ont pas tous les outils nécessaires pour prendre ces décisions-là. C'est leur enfant, je suis d'accord. C'est eux qui ont la responsabilité morale, sociale, spirituelle, je suis d'accord. Mais il y a des gens de la société, puisqu'on est en société, qui sont outillés pour leur dire ce que vous voulez, c'est bien, mais regardez telle chose, regardez telle chose. J'ai eu à recevoir personnellement des enfants et à les écouter, je vois un peu les aptitudes, j'ai regardé les notes, j'ai vu un peu les aptitudes, mais ce que le parent disait n'était pas faisable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à l'enfant de venir avec le parent et je leur ai montré les risques d'aller dans cette direction-là. Je leur ai demandé maintenant après d'aller réfléchir. J'ai eu comme feedback après, d'accord, je suis d'accord, il n'a qu'à aller dans le sens où lui-même il est prêt. Donc ce n'est pas vraiment évident. Et pour finir, dans notre contexte, il y a beaucoup de nos parents qui n'ont pas été à l'école et qui quand même aimeraient voir leurs enfants émerger du point de vue éducation. Et les référents qu'ils ont, ce sont ces métiers dont on parle le plus. Docteur en médecine, professeur à l'université, magistrat, avocat, etc. C'est ça qu'ils ont gardé. Alors que l'environnement a beaucoup changé aujourd'hui. Même s'il y a des métiers libéraux qui marchent encore, il faut laisser les enfants entreprendre, il faut laisser les enfants utiliser leur génie, il faut laisser les enfants... Pourquoi on ne peut pas devenir footballeur comme carrière? Aujourd'hui, quand on rentre dans le domaine du sport, de façon générale, on peut faire carrière, avoir une vie épanouie avec une activité physique et sportive. Aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, de plus en plus avec les médias, les parents sont relativement plus ouverts. Et je crois que c'est un bon début. Et le travail que vous faites par ces émissions-là également va accompagner nos parents en Afrique pour qu'on puisse être un peu souple dans le projet de vouloir que son enfant aille dans telle ou telle direction. Voilà rapidement ce que je peux dire sur cette affaire. Justement, Elvira Plogan, est-ce que dans votre cas, vous étiez en rapport de conflit avec vos parents? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu le cran de leur opposer votre choix personnel? Avant de répondre, j'aimerais intervenir rapidement par rapport à ce que monsieur disait. Vous avez parlé de soumission, qu'il faut que les enfants se soumettent à leurs parents. Tout à fait. Bien sûr. Il faut que les enfants respectent leurs parents, qu'ils obéissent à leurs parents et qu'ils se soumettent. Mais il y a des parents, les enfants se soumettent, la soumission totale. Mais ces parents-là imposent carrément à leurs enfants ce que eux ils n'ont pas réussi à faire. Et donc, moi, je pense que l'orientation de l'enfant, l'orientation professionnelle de l'enfant part depuis l'âge de 12 ans. C'est-à-dire en quelle classe? Si je dois parler en 4e. Moi, j'étais en 4e. À 12 ans, j'étais en 4e. Mais en 4e, je savais déjà ce que je veux faire. Mais mes parents ne savaient pas ce que je veux faire. Eux, ils avaient en tête ce que je dois faire, selon eux. Et je pense que ça ne doit pas être comme ça. Il y a des métiers aujourd'hui, comme vous le disiez, tout le monde ne peut pas être carriériste. Aujourd'hui, ma mère, elle a une fille carriériste et elle m'a moi entrepreneur. Et elle est fière. Mais ça a mis du temps avant de venir. Il y a des personnes qui veulent choisir des métiers comme la coiffure, l'esthétique, la mécanique et tout ça, mais ils manquent d'orientation. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le suivi qu'il faut. Ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut venant de leurs parents, venant de leur entourage. Et ça les empêche d'évoluer. Moi, pour ma part, déjà, à l'université, en deuxième année, troisième année, j'allais déjà contre cette décision-là de mes parents parce que mes résultats le montraient. Je ne voulais pas vraiment le faire. Moi, j'avais carrément autre chose en tête. Et j'ai eu le cran. J'ai bien eu le cran à un moment donné de dire que non, moi, j'ai une voie à suivre. Et je choisis ma voie. Seulement que, à un moment donné, c'est tellement difficile que tu ne peux pas désobéir à ton parent. Et ça risque de créer d'autres choses. Donc, tu es obligé de le faire en cachette. Et c'est ce que moi, j'ai fait. J'ai travaillé vraiment en cachette
j'ai travaillé dans l'informel. Je ne montrais pas ce que je faisais. À un moment donné, je me suis dit, mais quand même, ce que je fais, c'est bien. Il faut que je le montre à la face du monde. Et c'est une fierté. Alors, vous avez dit, vous estimez que c'est en 4e qu'il faut commencer à orienter les enfants. Partagez. On peut commencer à orienter l'enfant dès le bas âge, même avant la 4e. Parce qu'il y a déjà des enfants, même à 2 ans, qui développent certaines aptitudes qui auraient pu permettre de les orienter sur un terrain. Notre environnement en Afrique, au Bénin, je dis minimum, le maximum pour commencer à orienter son enfant, c'est le premier cycle. Dès qu'il entre au collège, 6e, 5e, 4e, le parent devrait déjà savoir où il va parce qu'il a vu évoluer. Voilà. Il doit savoir que mon enfant, elle aime dessiner, elle aime tresser les gens, elle aime tresser les cheveux, elle aime maquiller les gens. Et il faut l'orienter dans ce sens. Mon enfant, elle aime les jouets. Ça part aussi des jouets qu'on choisit pour les enfants. Au bas âge. Donc, tout part de là, en fait. Alors, Monsieur Koba, c'est quand le moment idéal pour orienter un enfant? Alors, les psychologues vont vous dire que ça va être beaucoup plus tôt. Donc, déjà, vous avez parlé de l'observation de l'enfant parce que l'orientation, elle n'est jamais totale. Mais à un moment donné, ça démarre déjà à la maternelle ou en pré-maternelle. On commence par observer les gestes, les choses qui attirent, les centres d'attraction de l'enfant, les centres d'intérêt de l'enfant. Mais du point de vue pédagogique par rapport à l'organisation du système éducatif en Afrique, le choix commence déjà à la fin du primaire. Parce que dans la plupart des systèmes, vous avez l'enseignement technique. Donc, je peux rentrer en première année d'enseignement technique après le primaire. Je peux rentrer en première année d'enseignement général après le primaire. Absolument. Et au moins, dans ces 2 branches, quand on prend la branche technique, il y a une multitude de métiers qui, en principe, devraient résoudre des problèmes que nous sommes en train de déplorer en Afrique aujourd'hui, les questions de chômage. Quand je regarde un peu que quelqu'un qui fait de la première année en 3e année, il a un CAP AC en électricité, c'est fini, il n'est plus chômeur. C'est ça. C'est fini, et ça on peut l'avoir autour de 15 ans, 17 ans, avant 17 ans. Donc pour ne pas dire que c'est 12 ans, je ne vais pas me baser sur l'âge, parce que ça dépend aussi de comment l'enfant aurait progressé. Moi, à 13 ans, il est encore au cours primaire. Et de l'environnement qu'on offre à l'enfant. Tout à fait. Maintenant, le système a prévu qu'il y a un premier niveau de choix à la fin du primaire. Au niveau de l'enseignement secondaire général, il y a encore un niveau de choix à la fin du premier cycle. Oui. Donc, je peux choisir à la fin du premier cycle d'aller dans l'enseignement technique, l'enseignement commercial ou continuer dans l'enseignement général. Et enfin, le dernier stade, c'est la fin du second cycle qui est le bac. À partir de là aussi, pour les études supérieures, il y a encore une variété de possibilités de choix. Donc, ce que les parents devraient faire, si on a raté le primaire, il ne faut pas qu'on rate le reste. Parce que souvent, le rêve du primaire passe inaperçu. Un enfant déjà qui a finir le primaire, qui aime les jouer, qui aime bricoler, c'est pas la peine de l'envoyer en 6e général. Il faut l'envoyer déjà tout de suite en mécanique ou en électricité ou en fabrication de quelque chose, en menuiserie et tout ça, pour qu'il puisse retrouver toujours le contact avec l'objet. Un enfant qui, on a vu déjà en lui l'aptitude au relationnel, il peut aller déjà dans 6e en enseignement général, mais commencez par faire autre chose, c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, nous sommes au 3e siècle, au 21e siècle, et les choses ne sont plus comme il y a 20 ans, il y a 50 ans. Les enfants ont beaucoup d'aptitudes que l'école cache. Je vous donne un seul exemple. J'ai la possibilité à la fois d'être élève en 6e, mais pendant les vacances, puisque les vacances vont démarrer, je peux être en train d'apprendre si mon papa est mécanicien, je le suis pour aller à l'atelier, commencer par bricoler. S'il est soudeur, s'il est forgeron, je commence par fabriquer des outils et tout ça, sans forcément dire que c'est un métier ou c'est une carrière. Parce que ce qui va se passer plus tard, quand il aura en face de lui une variété de choix, il puise dans ses aptitudes. Mais il y a des aptitudes qu'on acquiert. C'est pas que c'est inné à moi, je peux l'acquérir parce que mes parents. Il y a des enfants qui vont choisir de faire le commerce parce que maman vend à Topa ou dans un marché et pendant les vacances, on va rester à sa place. On développe des aptitudes comme ça. Mais malheureusement, beaucoup de gens disent non, parce que eux, pour la plupart, ils n'ont pas été à l'école. C'est pas des choses qui ont été apprises du point de vue de façon structurée, scolarisée, universitaire et tout ça. Ils estiment que c'est des sous-métiers ou c'est de sous-boulot et ils ne valorisent pas ça. Un enfant qui a fait avec sa maman au marché, c'est un bon commercial, c'est un bon vendeur, etc., que nos parents n'arrivent pas à valoriser. Donc, le choix pour moi, il est permanent. Au quotidien, on peut être en train d'observer l'enfant pour l'orienter. Mais malheureusement, le contexte du 21e siècle que j'évoque a ses contraintes. Aujourd'hui, les parents coupent beaucoup
on va chercher l'argent, on va chercher ci, et on n'a pas vraiment le temps de trouver des enfants. Mais finalement, c'est quoi le rôle de chacun dans ce choix-là? Le rôle des parents, le rôle de l'enfant, le rôle de l'école? Quelle partition chaque partie doit jouer pour que, au final, l'enfant se retrouve, l'enfant puisse s'épanouir avec le métier qu'il a choisi? Madame Aklogan? Pour ma part, je pense que les parents doivent apprendre à connaître leur enfant. Si vous ne connaissez pas votre enfant, vous ne pourrez pas l'orienter, vous ne pourrez pas le suivre sur la bonne voie. Et donc, apprendre à connaître l'enfant, offrir à l'enfant un environnement, un bon environnement pour pouvoir faire ce qu'il aime faire et ne pas lui imposer votre choix. Ce que le parent aurait aimé faire dans sa vie, par exemple, et qui n'a pas réussi à faire, c'est pas à l'enfant de faire ça, de le faire. Donc, ne pas imposer aux enfants leur choix manqué. Et ensuite, moi, je pense que à l'école, les enseignants doivent pouvoir suivre aussi les enfants. Et un enfant qu'on a placé, par exemple, en série A ou en série B, mais qui a la capacité de faire la C, la G2. Mais pourquoi ne pas orienter cet enfant-là dès le premier cycle, dès la seconde, comme le dit monsieur? C'est mieux, parce que quand on oriente l'enfant comme ça, après le bac, il n'ira pas errer à l'université. Et le rôle des enfants, c'est de pouvoir dire la vérité à leurs parents, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne disent pas la vérité à leurs parents, qui ne savent pas présenter à leurs parents ce qu'ils veulent dans leur vie. Ça a été mon cas. Et après, j'ai dû faire tout seul. Je n'ai pas eu à être orientée. Non, personne ne m'a montré le chemin. J'ai cherché le chemin seul, je l'ai retrouvé seul et je le suis seul. Mais pour éviter que ça soit cela pour les générations à venir, il vaut mieux que les parents apprennent à écouter leurs enfants, que les enfants apprennent à parler à leurs parents. Alors, Monsieur Koba, le rôle de chacun? Oui, je commencerai par les parents. D'abord, ils sont les premiers responsables de la vie de leurs enfants. La loi le leur reconnaît, le droit et tout ça. Et en tant que tel, leur expérience de vie, leur parcours leur permet de pouvoir quand même prendre un certain nombre de recul. La première chose dont les enfants ont besoin, en dehors de l'éducation familiale, formelle ou informelle, les enfants ont besoin de conseils. L'orientation, ce n'est pas en 2 jours, on s'assoit un peu comme s'il y avait un conflit en plein discussion. C'est un processus. Voilà, c'est un processus. Donc, c'est au quotidien. Et comme Madame Applaudin disait tout à l'heure, dans l'observation de l'enfant, on peut tirer des choses. Mais surtout dans l'écoute de l'enfant. Il y a des choses que l'enfant ne fait pas, mais qui va venir vous dire. Je sais que je disais tout à l'heure, les parents n'ont pas le temps, on court le matin, on revient tard le soir, on n'a pas le temps de les écouter, de les observer. Le système éducatif dans les pays francophones aujourd'hui pose problème. Quand l'école vous occupe de 7h à 14h, de 14h, de 15h à 19h, mais après 19h, vous ne pouvez rien faire. J'en connais, puisque je partage les deux systèmes. Avec les anglophones, les cours finissent à 15h. L'enfant a le temps de se reposer un peu pour utiliser le reste de l'après-midi à une autre activité qui pourrait être la pièce de rechange de ce que je peux appeler l'échec du système formel. Si l'école ne marche pas, autre chose pourrait marcher. Il peut aller dans un atelier, il est sur un terrain de sport, il est dans une autre activité qui, à tout moment, pourrait l'aider. Ou il y en a qui ont l'aptitude de faire les deux. Heureusement que des gouvernements de nos pays ont commencé par créer des classes scolaires, des ceci en matière de sport. C'est déjà des solutions pour corriger la chose. Maintenant, la façon dont le système est conçu, l'enseignant, un professeur de mathématiques, un professeur d'anglais ou le maître du CP, de deuxième année du primaire, n'a pas le temps de parler d'orientation. Parce que quand tu as 80 élèves devant toi et que tu dois remplir des cahiers, préparer des fiches, à quelle occasion et que le timing de ce que tu dois dérouler, tout ça est mesuré. Le système n'a pas prévu que l'enseignant soit comme le spécialiste en orientation. On aurait prévu, ou d'autres acteurs dans le système qu'on va introduire, par exemple entre le CM2 et la 6e, on fait passer les enfants spécialisés en orientation, on les écoute, on leur fait des tests d'aptitude et on montre les résultats aux parents. Peut-être qu'il y a des choses qui vont coïncider avec les observations des parents. Déjà là, puisque je voulais dire que ça doit être une complicité entre tous ces acteurs-là. L'école doit être complice avec la famille pour que l'enfant soit bien orienté. Deuxième chose, ces spécialistes peuvent revenir pour ceux qui ont raté entre la 6e et le CM2 et la 6e, ils reviennent à la fin du premier cycle pour dire « Ah mais
Maintenant encore, on a d'autres occasions de choix. Regardons qu'est-ce que ces enfants-là peuvent faire pour qu'ils interviennent. Et enfin, à la fin du secondaire, voire avant d'aller à l'université. Mais je propose, ou je pense que tel que les choses peuvent être organisées, c'est de refondre le système pour que l'école n'occupe pas toute la vie de l'enfant pendant 9 mois. C'est trop pour qu'on... Et ça restreint les champs de développement et d'épanouissement même de l'individu. Je ne peux pas aller à l'école de 7h, pour ceux qui sont au secondaire, peut-être secondaire, de 7h à 15h. Après, tu es vanné, tu es fatigué. On n'arrive même pas à étudier dans ces conditions-là. Donc, dégagez un peu le temps. Et je ne vais pas vous dire qu'il y a des choses qu'on nous apprend qui ne servent à rien. Je suis désolé de le dire. Ça ne sert absolument à rien. Ça peut être dans une logique de culture générale ou d'information, mais on peut, en 2 ou 3 séances, ou dans une séance d'information générale, au lieu de mettre ça comme une matière sur toute une année, on peut venir sur ça. Mieux, le contenu aussi ne nous oblige pas, pour ceux qui sont dans l'enseignement général, on aurait pu avoir des choses pratiques comme de la communication, des jeux de rôle, ou avoir des séances parallèles comme ce que je vois certaines organisations faire en matière d'entrepreneuriat pour que tout le monde puisse y aller. C'est pas au choix. Tout le monde doit y aller parce que cela soit danse, musique, art, tout ça, tu finiras par trouver quelque chose qui te ressemble. Malheureusement, ces éléments-là ne se retrouvent pas dans le système. Donc, j'interpelle aussi les autres acteurs du système, les gouvernements, nos États, à pouvoir intégrer ces réalités-là. La société a beaucoup changé ces dernières années et si on ne continue pas à garder des contenus, on ne continue pas à garder des informations, on continue à garder un système de formation qui n'est plus adapté à l'environnement, nous allons perdre des générations d'enfants et ça va être au risque de ces États-là parce qu'il y a des États qui pourraient ne plus survivre parce que leurs citoyens ne savent pas, l'État n'a pas prévu ce que les citoyens sont devenus. Et comme madame, les gens ont continué par aller à l'école et à un moment donné, ils disent bon, je ne veux plus faire le droit, je vais ailleurs. Finalement, vous ne verrez plus des gens qui font le droit parce que la société a besoin des gens pour le droit. Finalement, tout le monde va déserter, etc. Et ça risque d'être préjudiciable. Pour finir, est-ce qu'il ne faut pas avoir un plan dans lequel, comme j'en ai vu dans certains pays, on sait que pour les 5-10 prochaines années, il y a tel domaine qui sera développé et on informe toute la population. On incite les enfants, on oriente ou pas orienter, mais on monte un peu le champ pour que ceux qui sont intéressés, ceux qui ont des passions, ceux qui ont des aptitudes, puissent commencer déjà pas à s'entraîner dedans pour que dans 5 ans, dans 10 ans, les prochains spécialistes du métier soient ceux-là. Voilà un peu ce que je pense que chacun pourrait faire. C'est déjà une belle approche de solution, mais j'aimerais dire que l'enseignant qui a dans sa classe, par exemple, 30 élèves, 40 élèves... Ah, ça, vous n'êtes pas en Afrique, hein? Non, je suis en Afrique. Il faut aller à 80. Je suis au Bénin. Je suis au Bénin. Oui, même le Bénin, c'est des réalités qui... 30 là, c'est... Ok, ça, c'est les cours privés. Oui, c'est les cours privés. Moi, j'en tiens compte parce que j'ai fait des cours privés. Donc, pas n'importe quel privé, parce qu'il y a des privés où vous pouvez avoir... Ok, je vais à 100 même. Je vais à 100 si vous voulez. Oui, mais l'enseignement est d'abord un éducateur. L'enseignant, tout à fait. Il a un droit de compte rendu, voilà. Il a un devoir de compte rendu sur tous les enfants qu'il a dans sa classe. Oui, et donc, madame, l'enseignant connaît l'aptitude quand même de la moitié, du tiers des élèves qu'il a dans sa classe. Et c'est là que je disais que l'enseignant qui connaît ses élèves, qui connaît le tiers quand même de ses élèves, il sait quel élève est performant en classe. Il sait quel élève a tel résultat en classe. Et il peut déjà informer les parents et aider les parents aussi dans leur rôle. Donc, c'est aussi le rôle des enseignants en tant qu'éducateurs de le faire. Et vous pensez qu'un enseignant a réellement ce temps-là? Encore que tous les parents aussi n'ont pas le temps de réellement suivre de près leurs enfants. À l'école, lorsque l'enseignant il tient une classe et tout, il fait quand même un point. Mais combien de parents se déplacent vers l'école? Je ne dis pas de le faire sur tout l'effectif de la classe. Madame McLaughlin, combien de parents ont le temps de se déplacer vers l'école pour s'informer sur leurs enfants? J'en viens. Lorsque je dis que les parents doivent s'intéresser à la vie scolaire de En général, ça s'arrête à la maison. Non, ça ne doit pas s'arrêter l'intérêt ne va pas jusqu'à l'école. Ça s'arrête à la maison et ça s'arrête au bulletin que l'enfant ramène à la maison. Tout le temps pour connaître mes résultats. Je pense que c'est une démarche que les parents doivent faire. On doit les encourager à le faire, à aller voir les résultats de leurs parents parce que ça les aide dans l'orientation qu'ils vont donner à leur enfant. C'est vraiment nécessaire. Et ça nous empêcherait de voir, ça nous éviterait de voir tous ces déroutages qu'il y a aujourd'hui.
Marcelin Koba. Je voulais réagir sur un aspect. L'enseignant, il est éducateur, mais je suis désolé, je vais dire, qui est enseignant aujourd'hui? Comment on devient enseignant? Mais là, justement... Puisque les enseignants aujourd'hui, ils ont deux problèmes. Le premier, c'est eux-mêmes. Le second problème, c'est le système ou l'environnement dans lequel on travaille. Nous avons bâti en Afrique des systèmes éducatifs, notamment dans les pays francophones d'Afrique, un système où la base, l'éducation maternelle, l'éducation primaire, comment on traite les gens du point de vue matériel et financier. Mais c'est les gens les moins payés. On ne peut pas construire une maison et la fondation est mal ficelée et on s'occupe du toit. Quand c'est comme ça, le système ne tient pas. Si les pays africains francophones ne commencent pas par valoriser le travail de nos éducateurs à la base, pour que la sélection pour devenir enseignant soit plus rigoureuse, parce que c'est pas parce que j'ai raté tel métier, telle chose, je n'ai plus rien, donc j'irai à l'enseignement. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui se trouvent comme ça dedans. Justement. Ce que j'appelle le choix accidentel. Si vous tombez dedans accidentellement, vous-même, psychologiquement, mentalement, vous n'êtes pas préparé pour assurer ce rôle-là. Deuxième chose, le contenu, le cahier de charge de l'enseignant. Mais pendant qu'on a conçu ce cahier de charge-là, on n'a pas pensé que l'enseignant a le rôle de... Est-ce qu'il a le temps de sourire à l'enfant? Quelqu'un illumine là, il s'arrête 15 secondes, un enfant qui pleure en plein cours, il va le récupérer quelque part, même s'ils sont 20, pour dire, pendant qu'est-ce que tu as pour l'écouter, ou en dehors du cours. Quand tu finis, tu cours pour aller à autre chose, parce que tu as 42 c'est en réalité cela le rôle d'un éducateur. Donc, si nous voulons... C'est en réalité cela le rôle d'un enseignement. Je comprends ce que vous dites, et vous allez peut-être me dire que c'est à l'État d'encourager les enseignements afin de bien faire leur s'il y a des gouvernements qui veulent avoir des citoyens dont ils rêvent, ils doivent mettre les moyens qu'il faut pour ça. C'est normal, mais en allant vers cette profession-là, ils savent déjà ce qui les attend. Pas toujours. Je dirais plus ou moins. Pas toujours. Mais il faudrait. Il y a des choix accidentels, comme M. Koba le soulignait tout à l'heure. Je ne tiens pas compte de ces cas-là, mais je pense qu'en choisissant ce métier d'éducateur, d'enseignant, c'est une lourde charge. On a des enfants, des personnes à diriger. Vous êtes un peu dans l'idéal des choses, mais moi je veux qu'on en tienne aussi compte. Je partage entièrement ça. Non, je comprends aussi ce que vous dites, je ne suis pas contre. On partage la réalité aujourd'hui. Si je regarde, j'ai des collègues enseignants, moi-même j'enseigne. Mais moi je n'enseigne pas parce que je veux gagner de l'argent. J'ai la passion de venir communiquer quelque chose. J'ai le souci de voir des gens transformés. Mais combien de collègues cette passion-là, voilà. C'est difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des éléments de contexte, je dirais, si le gouvernement ou l'État a son rôle. Doit être fait, mais les acteurs comme les enseignants, eux aussi doivent faire l'effort d'assainir leur rang, parce que c'est facile de demander à un gouvernement de mettre des moyens, de mettre et de ne pas faire ce et que nous-mêmes, à l'interne, on traîne encore, excusez-moi, des casseroles qui font que le travail pour lequel nous sommes payés, pour lequel nous sommes appelés, le travail que nous sommes supposés choisir, parce que même si c'est accidentel, on a accepté, va falloir que nous puissions être responsables jusqu'au bout, en faisant ce qu'on attend de nous et en donnant les résultats. C'est de regarder à la vie des enfants. Tout à fait. Alors, pour revenir à votre cas, Madame Akplogon, quand on a, comme vous, dû suivre le choix des parents et qu'on a finalement dit stop, je veux aller vers ma propre voie, comment justement faire pour s'en sortir? Comment se comporter? Comment faire pour se donner raison? Alors, c'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est déjà de faire le choix. De rester dans ce choix-là, de ne pas dévier. Alors, il y a plusieurs embûches sur le chemin. Ça ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Et donc, il y a des gens qui vont vous tourner le dos. Il y a le manque de financement. Il y aura le manque de collaborateurs, de personnel, des gens pour vous aider, pour épouser votre vision, comme je le dis. Donc, je ne parlerai pas d'échec sur le chemin, mais c'est de tomber plusieurs fois sur le chemin, mais de pouvoir se relever à chaque fois. Moi, dans mon cas, j'ai choisi, certes, ce chemin-là depuis 2014. J'ai été seule depuis le départ. J'ai pas souvent trouvé les bonnes personnes, ces personnes-là, pour bien épouser ma vision, pour comprendre ce que je veux. Mais maintenant, ça se corrige, ça va et tout. Parce que vous avez pu apporter la preuve que vous avez fait le bon choix. C'est de s'armer de courage, de persévérance et de ne pas baisser les bras, de vraiment s'accrocher à cette chose-là qui vous passionne. Et
ne pas forcément vouloir montrer aux autres que vous avez réussi ou que vous voulez réussir, mais c'est de vous prouver à vous-même que vous avez choisi le bon chemin. Alors Marcelin Comba, si vous deviez donner un conseil dans ce cas précis-là, que diriez-vous? J'avoue que ça ne va pas être très facile, mais parce que ça va être le parcours du combattant. Celui qui veut, en griffe, se mettre ses parents et la famille à dos, c'est que tu t'es outillé, tu es équipé. Mais le premier conseil que je vais donner aux jeunes, aujourd'hui, il y a plus d'accès à l'information qu'il y a 10 ans, 20 ans, pendant que nous grâce à Internet. Grâce à Internet. Pas qu'Internet, tous les médias, parce que Internet est un peu comme la santé, mais tous les médias de façon générale. Il y a encore des documents dans lesquels on continue d'écrire. Si ce n'est pas sur Internet, c'est dans un livre quelque part. Deuxième chose, il ne faut pas être paresseux. Vous ne pouvez pas paresser sur le chemin de l'auto-emploi ou de l'autodétermination à un emploi parce que ça ne va pas être du tout repos pour vous. Vous allez moins dormir, comme un collègue a l'habitude de dire, parce que vous voulez prouver non seulement à vous-même, madame, à soi-même, mais aussi à la société, parce que ceux qui ont voulu que vous soyez magistrat et que vous soyez, je ne sais pas, médecin, à qui vous avez fait dos, ils vous attendent au carrefour pour voir un peu où est-ce que tout ça va arriver. Donc, vous ne devez pas être paresseux. Il faut être ardemment laborieux. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a dit, mais je le parle. Il faut vraiment de l'ardeur au boulot pour montrer aux gens. Troisième chose, il faut apprendre aujourd'hui à être débrouillard. Ça suppose quoi? Il peut y avoir des escales sur le parcours de mon rêve. Je vais aller vers la mode, je vais aller vers l'esthétique, je vais aller vers telle chose. Mais je peux faire des escales peut-être dans la mécanique, dans quelque chose d'autre, pour me forger le mental, pour m'outiller, ou pour avoir les ressources financières. Parce qu'elle parlait tout à l'heure de manque de finances. Il y a beaucoup de petits trucs que je pourrais faire et je gagne de l'argent dessus et je sais où est-ce que je vais. Quand je fais mes formations en entreprise, je dis aux gens, c'est pas aucune banque ne vous donnera de l'argent quand vous êtes à l'étape d'idée ou du rêve. Parce qu'on ne finance pas un rêve, on finance un projet. Et là, comment je peux aller vers autre chose pour avoir des ressources? On peut commencer par le faire. Et pour finir, je dirais aux apprenants, pendant que vous êtes élèves, développez une vie parallèle. Parce que quand les parents même vont remarquer que mais il est bien aussi en sport, il est bien aussi en ceci, déjà, ça les prépare à relativement gérer cette crise-là quand ça va venir. Parce que vous leur avez montré que pendant que vous étiez déjà au second cycle, vous faites déjà de beaux dessins, vous faites déjà des coupes d'habits, vous avez des inspirations, vous faites des tableaux, et si après je lui dis que je vais aller dans la peinture et tout ça, bon, il nous a déjà laissé quelques preuves, on avait déjà des applications. Donc n'attendez pas le moment de la mise en œuvre de votre rêve pour commencer par donner les signaux, j'appelle ça des signaux, pour dire à votre environnement, j'ai quand même d'autres habitudes dont vous ne tenez pas compte, il faut regarder aussi, je sais aussi faire ceci. Pour finir, il ne faut pas utiliser la méthode de l'affrontement, on ne va pas affronter nos parents. Non. Il faut aller avec douceur. Il se peut que moi-même, qui suis dans le porteur du rêve, il se peut que je n'ai pas raison. Ça ne va pas marcher tout de suite. Mais quand je négocie, ça ne marche pas la première fois. Je prends du temps. Je ne vais pas couper les ponts, couper complètement. Je quitte la maison, c'est ça, je abandonne tout, je fuis le regard de tout le monde. Non. Restez dans l'environnement et trouvez les moyens de convaincre. Vous pouvez appeler un aîné, appeler quelqu'un qui est du métier, appeler des gens pour dire il faut venir m'aider à convaincre mes parents par rapport à telle chose. Quand on va voir autour de vous de bons repères, je pense que tous ceux qui étaient déjà dans la logique de se braquer contre vous, vont finir par baisser les bras en termes de combat, s'il y avait combat, pour dire bon écoutez, au lieu de l'affronter, accompagnons-le plutôt. Voilà un peu quelques conseils que je pourrais donner aux jeunes pour pouvoir aller contre les rêves ou les orientations ou des choix que les parents voudraient imposer dans la logique de la carrière et du métier. Pour revenir à vous, encore une fois, Elvira Aplogan, alors, dans votre cas, encore une fois, vous avez tourné dos à la magistrature, vous avez choisi la mode, et aujourd'hui, vous êtes la promotrice d'une marque dénommée Loan H. Comment est-ce que vous vous êtes armée pour en arriver là? Parce que quand on vous voit, on sent que vous êtes animé par une certaine passion par ce que vous faites. On sent que vous en sortez en tout cas pas mal. Merci. Au départ, il y a eu des formations sur le chemin. Comment est-ce que vous en êtes arrivé où vous en êtes aujourd'hui? Au départ, j'ai juste commencé comme ça. En 2014, depuis 2013, je proposais des vêtements, des tenues à des personnes. Des créations personnelles? Des créations personnalisées. Et les gens aimaient. Et
les gens m'encourageaient. Après, j'ai voulu faire une ligne carrément et j'étais sortie du pays pour vendre les vêtements, les créations que je proposais. Et donc, j'ai créé la griffe Lohan H. Après 2 ans, j'ai vu que ça marchait. Et je revenais souvent au Bénin, m'approvisionner parce que j'avais des personnes avec qui je travaillais, des stylistes, m'approvisionner et j'allais revendre. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu me faire un peu d'argent. Quand je suis rentrée en 2017 au Bénin, j'étais rentrée dans l'optique d'asseoir ma base au Bénin, ce qui n'a pas été facile. Mais je l'ai fait, j'ai tenu à le faire parce que je pense qu'il faut avoir quand même une base dans son pays, même si on veut s'exporter. Et sur le plan financier, c'est vraiment compliqué. Comme monsieur le disait, j'ai dû faire des ventes, vendre un peu de tout pour pouvoir rassembler le capital pour créer ma marque, pour lancer ma marque. Pour me lancer ma marque officiellement. Donc, j'ai lancé ma marque officiellement en 2018. Le chemin de 2014 à 2018, ça n'a vraiment pas été facile sur le plan financier, sur le plan émotionnel, parce qu'il y a l'entourage qui vous décourage. Ah mais non, toi tu peux pas faire ci. Ah mais non, telle personne fait ça déjà. Telle personne a déjà créé ci. Mais c'est de trouver cette chose-là. C'est de trouver cette petite chose-là qui vous différencie des autres. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai opté de travailler sur les tissés d'Afrique. Et donc, je travaille le convoi du Bénin, le baoulé de la Côte d'Ivoire, le faso d'Amfani, le bogolon du Mali, les tissés d'Afrique, les matières d'Afrique. Et c'est ça qui fait la particularité de ma marque aujourd'hui. Le chemin n'est pas facile. Les gens sur le chemin vont vous décourager. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais abandonner. Il m'arrive de ne vraiment pas avoir la force de continuer. Mais je n'ai jamais abandonné parce que je poursuis un but. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Je le referai, je le fais, je le referai. Ça, c'est mon chemin en fait. Je suis dans ma destinée. Alors, Monsieur Koba, tout le monde n'a pas eu la chance, comme Elvira Plogon, de dire stop à un moment donné. Et quand on est dans ce cas-là, quand on est encore en train de suivre le chemin que les parents ont tracé pour soi, à quel moment est-ce que il est trop tard de faire demi-tour? Non, il n'est jamais trop tard. Comme on le dit vulgairement, tant que la vie continue, on peut toujours espérer. Je voudrais juste encourager ceux-là qui se trouvent dedans. Parce qu'un des domaines dans lesquels c'est compliqué, c'est quand vous vous retrouvez à devoir faire 7 ans en médecine pour avoir un doctorat d'état en médecine. Ce qui vous a pas plu, c'est vrai que vous avez mentionné très bien au bac C ou D, et puis bon, donc les conditions du point de vue académique étaient réunies pour faire la médecine, mais vous ne voulez pas. Mais vous êtes déjà dedans, 2e année, 3e année, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que si vous arrêtez maintenant, vous ne serez jamais docteur. Par contre, si vous avez du courage comme moi, vous finissez le cycle de médecin, mais pendant que vous y êtes, trouvez un moyen, même si c'est en cachette, de développer vos rêves. Si c'est de la musique, trouvez un club de musique dans lequel vous allez faire de temps en temps. Je sais que les études en musique ne sont pas faciles, mais quand on a une passion, on peut tout vendre pour réussir à aller vers sa passion. Si c'est un sport, trouvez un petit club dans lequel, de façon amateur, vous êtes dedans. Parce qu'au moment où vous allez prendre la décision d'y aller, je ne vais pas utiliser un mot auquel les Béninois sont habitués, vous allez cesser de dire à vos parents, maintenant j'ai pu faire, je vous ai fait ce que vous souhaitez, il faut que je fasse face à mon destin, parce que heureusement, la vie de l'individu n'est pas qu'enfant. À un moment donné, tu vas être adulte et tu dois assumer des choix, tu auras toi-même des responsabilités. Je crois que quand on est à la frontière de cette étape-là de la vie, il y a certaines choses qui sont relativement faciles. La vie même, faire le combat avec vous, si vous avez fini d'avoir 25 ans et que les parents croient que bon, c'est toujours eux qui doivent continuer, je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qui les obligent eux-mêmes à laisser tomber la guerre, comme on le dit. Et déjà, mais avant ça, continuez pas à entretenir des relations, des contacts, des informations et même des activités par rapport au domaine dans lequel pour qu'au moment où vous allez faire le choix de partir définitivement, qu'on n'ait pas l'impression que c'est trop tard parce que je ne l'ai pas fait du tout. Parce que le danger, c'est d'exercer un métier pour lequel on n'a aucune passion. Exactement. C'est dangereux dans tous les domaines, de la médecine à tout ce que vous voulez. Si vous faites quelque chose parce que
je dois manger, comme j'entends dire beaucoup d'Africains, ça va être dramatique. Là, vous ne vivez pas, vous survivez ou vous votez, comme dit quelqu'un. Puisqu'il faut se préparer. Il y a peut-être des gens, des amis avec qui on pourrait avoir des contacts pour les financements, des collègues avec qui on avait fait l'information, c'est les gens avec qui il ne faut pas abandonner. Il faut garder aussi un réseau. Madame est sur les questions de moyens de vente. Si elle n'a pas gardé un réseau d'amis, de copains de classe, de tout ça, c'est déjà des gens avec qui, les gens qui vous connaissent, par rapport à la qualité de vos résultats aussi. Parce que c'est pas son entourage. Tout à fait. Si vous n'aviez pas aussi ce bon relationnel-là, dès que vous allez changer, au-delà du fait que certains pourraient se moquer, il y a des gens que vous allez retrouver, vous dire, ah mais tiens, ça c'est bien parce que là, je ne m'attendais pas à ça. Ça va vraiment faire le déclic dans la tête de certains de voir que vous coupez avec un certain nombre de pratiques et que vous êtes allé sur un champ que je pourrais dire qui n'est pas forcément les sentiers battus. Et là, vous verrez toujours des gens qui vont vous accompagner. Donc, en résumé, persévérer dans le choix, même si vous souffrez maintenant beaucoup de courage, ça c'est nécessaire. À un moment donné, et commencer, il n'y a pas travail. Si vous avez envie de faire une ferme, peut-être vous avez un petit jardin quelque part, on va jeter des noix de ceci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Koba. Je vous laisse la conclusion. Madame Akplogan. La conclusion Très sera rapidement d'encourager les jeunes à vraiment suivre leur passion, à ne pas baisser les bras quand ils sont découragés, mais de rester fixés sur le but. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Madame Elvira Akplogan. Elle est entrepreneur modiste, promotrice de la marque Loan H, dont j'ai l'honneur de porter les boucles d'oreilles. En face d'elle, nous avions Monsieur Marcelin Koba. Il est spécialiste des questions économiques. Merci à vous deux d'être passés sur Sikaï. À très bientôt. Merci, madame.